Comment ramener 450 chiens en 1915 dans un pays en guerre? On entendait parler de grand-père Louis comme d'un homme qui avait fait des grandes choses, des missions secrètes. Des chiens de Nome. Il voulait des chiens de Nome. Nome, en Alaska. Incroyable opération. Cette aventure n'a jamais été racontée. Seule une poignée d'initiés, des amoureux de chiens de traîneau ou des passionnés d'histoire la connaissent. Elle réunit 3 hommes et une meute de chiens qui vont influer sur le cours de l'histoire. Elle commence au fond d'un carton qui n'a pas été ouvert depuis près de 100 ans. Premier bureau. Celui-là. Chiens de guerre, chenilles militaires, personnel des chenilles militaires, équipage de chiens d'Alaska. Il s'agit bien d'une mission secrète et même urgente, décidée par l'état-major de l'armée de terre en 1915, afin d'envoyer 2 officiers en mission en Alaska pour acheter des chiens, du matériel, afin de mettre sur pied des équipages de chiens de traîneau. Alors cette mission est faite sur une proposition du capitaine Moufflet, dans le but d'aider les soldats sur le front des Vosges. Le front des Vosges, à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. C'est là, dans les montagnes, que l'armée parvient difficilement à freiner l'offensive allemande. Le premier front de la Grande Guerre est un front de montagne. L'hiver 1914 est glacial. Là-haut, sur les crêtes, tapis dans les tranchées, les soldats en première ligne vivent l'enfer. Il neige tellement que les chemins sont impraticables, même pour les chevaux et les mulets. Impossible de ravitailler les hommes en munitions et en nourriture. Impossible d'évacuer les blessés. C'est une véritable catastrophe. Malgré de lourdes pertes, les soldats français tiennent bon. Mais comment éviter un autre désastre l'hiver suivant? L'enjeu est capital. Si le front cède, toute la France risque l'invasion. En haut lieu, on n'a pas encore trouvé la solution. Voilà. Rapport du capitaine Moufflet du 22e bataillon de chasseurs alpins sur l'utilisation des chiens de trait de l'Alaska pour les troupes de montagne. Capitaine Louis-Joseph Moufflet, 46 ans au moment des faits. Marié, père de 2 enfants, militaire de carrière. Il parle anglais et italien. Rapport du sous-lieutenant Haas, 119e territorial d'infanterie sur les chiens de traîneau d'Alaska. Lieutenant René Robert Haas, 34 ans au moment des faits, célibataire, ingénieur de formation, installé en Alaska, mobilisé au début de la guerre. Cette idée de monter des équipages de chiens d'Alaska peut paraître un peu curieuse. Dans le contexte de 1915, de l'époque, il faut essayer de s'imaginer. 1915, c'est la 2e année de la guerre, c'est l'année de toutes les interrogations, de toutes les inventions, parfois un petit peu de les hésitations, improvisation également. Mais on se dit, pourquoi pas? Et surtout, il y a l'urgence. On est au mois de juillet, l'hiver c'est dans 4 mois. Il va falloir à peu près 1 mois pour rejoindre l'Alaska, 1 mois et demi pour faire les achats, un autre mois pour revenir. Donc ça va nous amener en novembre, à la veille de l'hiver. Il faut que ces unités soient prêtes, opérationnelles au plus tôt possible.
Et donc, ce qui peut paraître un long délai, en fait, c'est quelque chose de très court. La décision est prise rapidement. Paris, le 12 août 1915. Le ministre de la Guerre à monsieur le capitaine Moufflet du 22e bataillon de chasseurs. J'ai décidé qu'une mission se rendrait en Alaska pour procéder aux achats d'animaux, traîneaux et harnais nécessaires à la constitution d'un équipage de 40 traîneaux comptant 400 chiens. Je vous confie la charge de cette mission et je mets à votre disposition pour sa durée monsieur le sous-lieutenant Haas du 119e régiment d'infanterie. Eh bien, messieurs, bonne chance. Tous les espoirs de l'état-major reposent désormais sur les épaules de Moufflet et de Haas. Mission, parcourir la moitié du globe, réunir la plus grosse meute de chiens jamais constituée, une première en Europe, et la ramener sans encombre dans les Vosges. Enjeu, empêcher l'invasion de la France par les Allemands. Pour réussir, ils doivent être de retour avant l'hiver. Ils ont 120 jours devant eux. Trois jours après avoir reçu leur ordre de mission, Moufflet et Haas embarquent pour les États-Unis. Après 2 semaines de traversée, ils arrivent à New York, d'où le capitaine veut monter toute l'opération. Son plan est simple. Trouver ici un navire qui acceptera de ramener les chiens en France et filer en train vers l'Alaska les acheter. Mais dès son arrivée, les choses se compliquent. « 25 août, New York. Je me présente le jour même au consul général de France, qui met à ma disposition une somme de 18 333 $. 18 333 $, beaucoup moins que prévu. Effet de la guerre, le cours de la monnaie a grimpé brusquement. D'après ses calculs, il va manquer d'argent. Plus inquiétant encore, tous ces Allemands qui circulent ici librement. Les États-Unis sont toujours neutres et le président Wilson milite pour la paix. Moufflet s'adresse peut-être à des espions. Les choses empirent quand les compagnies maritimes refusent l'une après l'autre de mettre un de leurs bateaux au service d'un transport militaire français. Question de neutralité. Les discours pacifistes de Wilson œuvrent surtout pour le commerce avec les deux pays. « 26 août. J'envoie le lieutenant Haas à Boston pour obtenir des informations sur les conditions d'embarquement à destination de la France. La réponse de Haas est sans appel. Pas de bateau là-bas non plus. Moins d'argent, plus de risques, aucun départ possible. Moufflet se sent piégé. Il décide de changer ses plans. Perdu beaucoup d'argent avec le change. Impossible de trouver bateau de retour. Menace allemande. Quitte pour Québec sur le champ. Grand-père Louis, c'était un personnage de légende pour nous quand on était petite fille. Dans toute sa vie, il n'a fait qu'espérer. C'était son caractère. Il avait des grands projets et il voulait essayer de les réaliser jusqu'au bout. Fin août déjà. Le capitaine doit repartir à zéro. Imaginez un nouveau plan. Avec un seul atout dans son jeu, heureusement de taille, il est en pays allié.
Mouflet, il a raison de venir au Canada et au Québec. Le Canada est à la guerre, aux côtés de la France et la Grande-Bretagne. Le pays est mobilisé. Déjà, il y a des bases d'entraînement. Les Allemands sont sous surveillance, certains ont été arrêtés. Et en officier de carrière, Mouflet, en arrivant à Québec, il se dirige directement à la citadelle de Québec pour rencontrer les autorités militaires. Alors, le Sentinelle a dû être très impressionné de recevoir ce document signé des mains du ministre des Affaires étrangères qui demande de donner l'aide et protection au capitaine Mouflet. Automatiquement, son devoir, c'est de faire entrer le capitaine Mouflet à l'intérieur. Il va aviser le commandant qui puisse réunir son état-major et étudier cet ordre de mission. Québec, le 31 août 1915. Je prie les employés du département du procureur général de vouloir bien laisser passer librement et faciliter le travail de M. Mouflet, qui est chargé d'une mission par le gouvernement français. 31 août 1915. Déjà, au lendemain de son arrivée, il y avait déjà un laissez-passer du premier ministre du Québec. Dans une deuxième lettre, qui vient des quartiers généraux de la 5e division, le capitaine Louis Mouflet de l'armée française a la permission de voyager dans la 5e division sous mon commandement dans l'intérêt de son gouvernement. Qu'est-ce que la 5e division? En fait, c'est tout le grand nord du Québec qui va jusqu'au Labrador. Qu'est-ce que ça veut dire pour Mouflet? Bien, il voulait explorer ce territoire. La raison est simple, c'est que les habitants de ce grand territoire-là, ce sont des Indiens montagnais qui utilisent des chiens de traîneau depuis des siècles. Mouflet conçoit son nouveau plan sur cette information essentielle. Il peut trouver une grande partie des chiens dans les immenses forêts du nord et du nord-est du Québec. Dans son rapport de mission, il note: J'ai résolu de confier au lieutenant Haas la mission d'aller en Alaska acheter 100 bons chiens de tête, pendant que je me propose de parcourir le nord-est du Canada pour y acheter le complément des chiens. Je fais construire en même temps à Québec les traîneaux nécessaires. Si Mouflet prend le risque de se séparer de son lieutenant, c'est pour multiplier les chances de réunir les 400 chiens à temps, en exploitant au mieux les ressources des deux régions. Dans le nord du Québec, le capitaine se charge d'en trouver 300 à un prix raisonnable. Pendant ce temps, à 5000 km de là, en Alaska, Haas sélectionnera les 100 chiens de tête, rares et chers, mais seuls capables de conduire les traîneaux entre les bombes. L'Alaska, Haas et Mouflet connaissent bien. C'est même là que tout a commencé pour eux. En 1911, mon grand-père part en Alaska. Il prend un congé sans solde de 6 mois et va régler une affaire à Nome. Et lors de ce long séjour, il va s'apercevoir que le seul moyen de transport, le plus fonctionnel, le plus sûr, est d'utiliser les chiens de traîneau. Nome, à l'extrême ouest de l'Alaska, face au détroit de Bering. Quand Mouflet arrive, 3 ans avant le début de la guerre, la ville est en pleine effervescence. Les aventuriers débarquent par milliers. On a découvert de l'or dans le sable de la plage. Louis Mouflet est arrivé à Nome au début de l'été 1911. Il était intelligent et a pu obtenir les droits d'exploitation d'une mine. Et il prospectait des terres très prometteuses. La vie était belle et soudainement, les choses ont commencé à dérailler. Le bateau sur lequel se trouvaient les équipements nécessaires était très en retard. La terre qu'il prospectait et qui semblait si prometteuse ne rapportait plus rien.
C'était un militaire en permission, il manquait de temps, il devait regagner la France. Il fallait qu'il trouve quelqu'un à Nome en qui il pourrait avoir confiance, à qui il pourrait confier les affaires de son entreprise. Il a cherché et il a trouvé René Haas, français, ingénieur des mines, un compatriote. Il pouvait lui faire confiance. C'est comme ça que les deux hommes se sont rencontrés. René Haas vit à Nome depuis près de 10 ans quand Mouflet lui confie son affaire. Il devient son homme de confiance. En dehors de son travail, Haas a une passion, les chiens de traîneau. Il possède un élevage et maîtrise parfaitement la conduite des attelages. Il fréquente le milieu des mushers, ces conducteurs de traîneaux, véritables héros nationaux qui s'affrontent dans des courses spectaculaires sur l'immense territoire de l'Alaska. René Haas est d'ailleurs devenu l'ami du plus célèbre d'entre eux, Scotty Allan. Mouflet s'en souvient lorsqu'il propose d'emmener Haas avec lui en mission. Il mise sur le tandem Haas-Allan pour constituer sa formidable meute de chiens d'Alaska. « 10 septembre 1915. Il reste 91 jours pour accomplir la mission. Haas quitte le Canada pour l'Alaska. Mouflet, resté seul à Québec, réfléchit à sa stratégie. D'abord, réunir tous les renseignements utiles pour trouver ses chiens. Il lui faut des chiens forts, résistants, capables de tirer de lourdes charges. Mais où les trouver sur ce territoire vierge, 3 fois grand comme la France, couvert de forêts, de rivières et de lacs? À qui les acheter? Et comment les ramener ici? C'est toujours difficile aujourd'hui de réaliser la difficulté des gens à l'époque. De se replonger dans l'époque. On est encore finalement au 19e siècle. On est au début du 20e, mais si peu. Mais il faut se dire que le territoire est immense. Quand on est à Québec, il n'y a pas de route. C'est des forêts, ce sont des forêts boréales. Ça fait seulement 30 ans qu'on traverse le Canada en chemin de fer, au moment des faits. C'est tout nouveau. Il faut voir un Mouflet là, qui est à la fois dans un environnement très enveloppé à Québec et puis qui a toute l'Amérique, tout le Canada nordique qui va se révéler à lui. Les distances sont là, la logistique, la saison qui avançait. Non seulement c'est la guerre, mais en plus c'est l'automne. Si tout gèle, là, il est foutu. Ça n'arrivera pas. Il faut qu'il soit rapide. Là. Sa source, ce sont les Indiens, montagnais, les Inuits, et les Canadiens. Parce que les Canadiens avaient des chiens. Sauf qu'il y a déjà une difficulté énorme. Parce que les Indiens ne sont pas là l'hiver, ne sont pas là l'automne. C'est des nomades. Ce sont des nomades.
des montagnais les plus proches, c'est Pointe-Bleue, à Roberval. C'est le bout du monde, c'est la fin des terres, puis là commence le pays sauveur avec des sauvages, puis des chiens sauvages. Comment il va y aller? Tout est long, tout est fastidieux, tout est dangereux et tout est difficile. Il devait avoir des soucis là, jusque-là. Mouflet doit se trouver des alliés. Il commence par se tourner vers les amis de la France. Monsieur de Saint-Victor, agent consulaire de France au Québec, il s'occupe de la mobilisation des Français expatriés et possède quantité de contacts partout dans la province. Le sénateur Meunier, riche fabricant de chocolat, est propriétaire de l'île d'Anticosti, dans l'embouchure du Saint-Laurent. En quelques jours, Mouflet réussit à obtenir les noms de dizaines de contacts dans les régions les plus reculées du Québec. Il écrit. Ce sont des télégrammes. Et puis, il en reste des télégrammes, les originaux. On voit qu'il écrit. Il écrit à Anticosti, à M. Landrieux. Landrieux et Meunier. Combien de chiens je pourrais avoir? Et là, c'est curieux, c'est un Français qui écrit à deux Français à Anticosti, il écrit en anglais. Mystère. Mystère et boule de gomme. Alors là, il écrit au maire de Roberval, prière de me faire savoir si Indiens sont Pointe-Bleue, avec chiens et jusqu'à quand? Il écrit à Van Broussel. Combien pourrait trouver de chiens dressés, traîneaux, région Kiskissing? Là, on voit qu'il est en train de faire toute la géographie, s'étendre sur un territoire qui est immense. Et ça marche. 13 chiens à Pointe-Bleue, 11 à Péribonka, 5 à Chipchaud, 28 à Kenogami. D'autres vont venir de Godbout, Sept-Îles, Natashquan. En quelques jours, les réponses arrivent. Déjà 60 chiens disponibles au lac Saint-Jean et autant dans la région proche du Labrador. Il faut 1 semaine à Haas pour traverser le Canada d'est en ouest et 2 semaines de plus en bateau pour remonter vers l'Alaska. Pour ne pas perdre trop de temps, il profite d'un arrêt pour prévenir Scotty Allan de son arrivée à Nome. Urgent. Prière de réunir 100 bons chiens de tête. Restez discret. Arrive dans 1 semaine, t'expliquerai. René Haas. Scotty Allan est l'homme de la situation. Il connaît tous les chiens ici. Il sait comment les dresser. Et il est capable de trouver les meilleurs chiens pour cette expédition. J'avais parcouru tout le pays pendant des années et rencontré tous les Esquimaux qui aimaient parler de leurs chiens avec moi. Ainsi, j'ai pu faire le tour des villages tout le long de la côte sans éveiller les soupçons.
Après avoir écumé les chenils des villages inuits, Scotty passe à ceux des compagnies minières. On trouve là des chiens de toute race, souvent entraînés à la course, amenés par les chercheurs d'or. Malamutes, labrador, husky, danois, chiens de race ou bâtards, peu importe, pourvu qu'ils soient rapides et obéissants. En quelques jours, Scotty sait où acheter les meilleurs chiens de la région. Scotty Allan savait s'occuper des chiens, physiquement et mentalement. Aujourd'hui, on dirait que Scotty Allan savait murmurer à l'oreille des chiens. Il avait cette capacité de contrôler les chiens sans beaucoup d'efforts. Il l'écoutait tout simplement. Voilà Scotty Allan. C'était le roi de la piste. À Nome, Scotty Allan est une véritable légende. Ses exploits ont d'ailleurs inspiré le grand écrivain Jack London. Les deux hommes se sont rencontrés pendant la ruée vers l'or du Klondike. La vie du héros du livre de Jack London est calquée sur celle de Scotty Allan. C'est difficile de faire la différence entre Scotty Allan et le héros de l'Appel de la forêt. Scotty Allan, héros littéraire ou authentique champion? Scotty Allan a gagné la course All-Alaska à 4 reprises. Avec ses 408 miles, c'était probablement la première grande course de chiens de traîneau jamais organisée, une course de longue distance. Il y a des moments où tu apprécies vraiment ton chien de tête. Quand tu es dehors, que tu ne vois même plus la piste, que le vent souffle trop fort de toutes parts, devant, derrière, sur le côté. Et le chien, lui, il te conduit exactement là où tu veux aller. Il ne se perd pas. Il y a d'une part le conducteur et d'autre part le chien. Le chien de tête subit une pression terrible de ta part pour qu'il t'obéisse. Il t'écoute et il tourne parce qu'il a vraiment été entraîné à obéir aux ordres. C'est ça, la marque d'un bon dresseur. Il contrôle son chien de tête. Et Scotty Allan était un de ceux-là. C'est pour cette raison, je pense, que les Français sont venus en Alaska trouver Scotty Allan, pour ses chiens de tête. C'est le Nome Daily News du 23 septembre 1915. René Haas de retour du front. Monsieur René Haas, bien connu de la majorité des habitants pour avoir résidé plusieurs années dans cette ville, est revenu à bord du Sénator la nuit dernière, après une absence de presque une année au cours de laquelle il s'est engagé afin d'aider les Alliés à vaincre les Allemands en Alsace. René, comme la plupart des gens l'appelaient à Nome, est devenu depuis lieutenant supérieur de l'armée de la Belle-France. Vous savez, je me demande souvent pourquoi les gens venaient en Alaska. Certains venaient pour faire fortune, pour l'or, le cuivre, le poisson, la fourrure. D'autres, je pense, voulaient disparaître. Vous pouviez vous évaporer et on n'entendait plus jamais parler de vous. Beaucoup venaient pour l'aventure. C'était l'Alaska, la terre de l'or. Et d'autres ont compris une fois ici qu'ils pouvaient tout recommencer à zéro, repartir sur de nouvelles bases. Et ça, c'est important et rare. À mon avis, Scotty et René entraient dans plusieurs de ces catégories, mais ils avaient surtout une chose en commun, ils aimaient les chiens.
Avant même que le sénateur ne soit arrivé dans la rade avec le lieutenant Haas à bord, je savais à un chien près où je pourrais obtenir nos animaux et ce qui nous coûterait. Dès que j'ai rencontré Haas et entendu ses plans en détail, je suis allé acheter les chiens pour de bon. Dès midi, le jour suivant, nous avions notre plein de 106 chiens. Les traîneaux, les harnais et 2 tonnes de saumon sec. Un travail rapide et ordonné qui plaisait beaucoup aux Français. Rapide et ordonné, mais pas très discret. 2 jours après l'arrivée de Haas, le Nome Daily News publie un nouvel article annonçant l'achat par le Français de tout le chenil de Scotty Allan. Les meilleurs chiens de l'Alaska vont partir à la guerre en Europe, en première ligne. Les habitants de Nome n'en reviennent pas. L'histoire fait grand bruit, se propage hors de Nome et même de l'Alaska, jusqu'aux colonnes du New York Times. Haas redoute que l'ennemi allemand profite des indiscrétions des journaux. Les chiens, leur nourriture et le matériel ont été constamment sous la garde d'hommes de confiance. Les sentiments germanophiles de certains individus, la présence d'un bon nombre d'Allemands et des menaces indirectes m'ont conduit à prendre des mesures très sérieuses contre toute tentative d'empoisonnement des chiens ou de leur nourriture. Partir d'ici et partir vite. Mais le Senator est le seul navire qui fait la liaison entre Nome et Seattle, c'est-à-dire le reste du monde. 3 jours passent. Dès qu'il est en vue, Haas ordonne l'embarquement. 29 septembre 1915. C'est sans doute la plus grande équipée de chiens jamais vue dans le Nord ou n'importe où ailleurs qui a traversé les rues ce matin pour rejoindre le Sénator. Un événement unique dans cette région où les chiens de traîneau sont pourtant d'utilité quotidienne. 106 chiens jeunes, bouillonnants, attachés à une seule corde. C'est comme 3 locomotives ensemble. Qu'est-ce qui pourrait les arrêter? Plus de 100 chiens. Même Scotty Allan trouvait que c'était risqué. Je savais par de douloureuses expériences qu'il nous aurait fallu 50 hommes pour conduire tant de chiens au ponton. Alors, il a fallu inventer un système. J'ai attaché les chiens par paire le long de la corde. 28 de mes propres chiens en tête pour diriger et contrôler tout l'ensemble. Puis j'ai attaché la corde à une lourde charrette attelée à 2 puissants chevaux afin d'aider à maîtriser la meute. Je retenais mon souffle. La corde allait-elle tenir? Dans le cas contraire, les chiens rouleraient les uns sur les autres et commenceraient à se battre. On perdrait alors non seulement du temps, mais aussi probablement des chiens qui seraient tués dans la bataille. Mais nous sommes arrivés jusqu'à la plage sans accroc et sans s'arrêter une seule fois. Toute la population de Nome était là pour nous applaudir jusqu'à la fin de l'embarquement. Et maintenant, René Haas quitte Nome. Probablement pour la dernière fois. Mais vous savez, sa visite a été courte, seulement 5 jours. Mais il a accompli la première partie de sa mission avec fierté, je pense. Il part avec son ami Scotty Allan. Pour Scotty, ça représente bien plus encore.
À 55 ans, Scotty a accompli de grandes choses. Il a gagné des courses, remporté de grandes victoires et connu la gloire. Mais ce voyage promet d'être la plus grande aventure de toute sa vie. Lorsque nous quittons Nome, personne, en dehors du lieutenant Haas et de moi-même, ne sait que je compte me rendre en France, avec mes chiens, sur le front. Le lieutenant est tenu au secret. Et pour éviter d'inquiéter les miens, je leur ai promis de m'arrêter à Québec et de les rejoindre en Californie pour y passer l'hiver. J'en éprouve un vif sentiment de culpabilité, mais à la guerre comme à la guerre. De son côté, grâce à son réseau, Mouflet a déjà repéré près de 350 chiens. Mais les animaux sont encore éparpillés sur des milliers de kilomètres carrés dans la province de Québec. Pour aller les chercher, Mouflet doit affronter une nature qui lui impose son rythme. Cette partie de la mission fut certainement la plus difficile, par suite du manque de communication et des distances invraisemblables à parcourir. Transport, location d'un, je lis canot ici, mais c'est Roberval-Péribonca, en canot. Là, il a loué non seulement un canot, mais 2 canotiers pour transporter les chiens. Bon, à Chicoutimi, il a acheté 30 chiens à 21 $. 11 chiens Indian Reserve. Là, ils sont vraiment moins chers, à 16 $. Vous ne pouvez pas en rater, là, on pourrait faire la reconstitution de tout le stock. Où est-ce qu'il a acheté ça? Par le livre de compte, on apprend des choses formidables à son détail. C'est pas croyable. Je pense que Mouflet était un homme de peu de mots, quand même. C'est un militaire. Mais il est transparent. Chaque sou est détaillé. Chaque dépense. Ah, c'est précieux. Commencer la conversation comme ça. Je suis un officier français, je m'appelle Mouflet, j'ai besoin de 450 chiens de traîneau pour aller à la guerre et faire la guerre aux Allemands. Les gens ne devaient pas le comprendre. Ils ne devaient pas comprendre le français qu'on lui parlait. Ils ne devaient pas comprendre les Indiens. Il est tout seul, Mouflet. Il n'y a pas un bataillon avec lui. Là. Il est tout seul. Cet homme était en guerre, dans un pays en guerre, et il avait été sous le feu. « 26 août, 14 heures. Capitaine Mouflet au général commandant la 28e division. J'ai rassemblé les troupes éparses du bataillon. Je suis sans nouvelles des autres officiers. Je vous serai très obligé de me faire parvenir vos ordres. « 27 août, 9 heures. En réponse à mon billet précédent, j'ai reçu un pli écrit au crayon, détrempé par la pluie et complètement illisible. Prière de me faire parvenir vos ordres à nouveau. « 28 août, 16 heures. Situation très critique. Perte sensible. J'ai moi-même le bras gauche traversé par une balle. Toujours sans ordre. Je dois quitter la position. Je tente de rallier Saint-Dié. Il fait nuit noire et il pleut à torrent. Soudain, je vois bouger quelque chose.
Le 29 septembre 1914, ma grand-mère reçoit cet avis de décès, mais elle n'y croyait pas. Elle disait, d'ailleurs elle nous l'a raconté plus tard, Louis n'est pas mort. En effet, il n'était pas mort, car il avait été récupéré sur la route de Saint-Dié par des militaires allemands. Alors ils l'ont dépouillé, enlevé sa médaille, son alliance, et puis ils l'ont transporté dans une brouette à l'ambulance de Saint-Dié. Pendant sa convalescence, il va avoir 4-5 mois de convalescence. Il entend les soldats qui sont soignés, qui arrivent du front, effrayés, des gens absolument dans un mauvais état. L'hiver est rude, très rude, et il entend dire que ces chasseurs alpins, en première ligne sur le front, sont coupés des bases arrières, encerclés par l'ennemi, bloqués par la neige, et il faut à tout prix trouver un moyen pour ravitailler ces soldats. Blessé physiquement et meurtri profondément dans sa fierté de militaire, Mouflet saisit l'occasion de prendre sa revanche sur le destin et sur l'histoire. Une idée folle, une première dans l'histoire des armées, des bataillons de chiens de traîneau. Dans les villages, les chiens, ça sert à aller à l'école, ça sert à transporter la poste, ça sert à transporter les matériaux. Il y a des traîneaux à chiens partout. Il sait qu'il va devoir acheter des chiens à la pièce, à gauche et à droite. Il faut que les chiens arrivent en santé. Il ne peut pas faire ça tout seul, Mouflet. Alors, ça prend des maîtres, ça prend des gens qui savent parler aux chiens. Alors, tous ces chiens sont regroupés à Roberval. Et Roberval est le bout de la ligne, le chemin de fer. Le but ultime de sa mission, c'est de tout rapailler les chiens à Québec. Incroyable opération. Après 15 jours de mer à bord du Sénator, René Haas, Scotty Allan et leurs 100 chiens accostent sur la côte américaine. Commence alors pour eux la partie la plus périlleuse du voyage. Arrivée en bateau à Seattle le 9 octobre à 8h30. Départ de Seattle le même jour à 21h par bateau pour Vancouver. Arrivée à Vancouver le 10 octobre à 8h. J'ai pris avec les agents du Canadian Pacific Railroad les dispositions nécessaires pour le transport des chiens à travers le Canada. Nous avons décidé de nous servir de 2 wagons et de les organiser de façon à empêcher les chiens de se battre. Ce qui serait arrivé s'ils avaient été tous libres dans un même wagon. Nous avons quitté Vancouver le 12 octobre à 2h.
durant le temps passé à Vancouver, l'autorité militaire nous avait fourni une garde. Tout au long de leurs 3500 km à parcourir, le danger est toujours potentiel. Huss et Allen viennent de quitter Seattle. Et c'était pas de tout repos. Le projet aurait pu échouer à Seattle. Seattle, c'est aux États-Unis, une ville industrielle où on fabrique beaucoup de produits pour la guerre. Les États-Unis sont neutres, mais ils font du commerce avec l'Empire britannique. L'activisme est omniprésent, activisme des Allemands. Quelques semaines avant leur passage à Seattle, le consul allemand, M. Müller, et son secrétaire ont été arrêtés par les autorités américaines. On les a surpris à espionner un chantier naval pour des navires et des sous-marins à destination du Canada. Le Canada, a priori, semble plus sécuritaire, sauf que la menace est toujours réelle. Dans l'Ouest canadien, dans la province de l'Ontario, il y a de grandes communautés allemandes, des immigrants de fraîche date. Pour être facile, par exemple, de s'en prendre aux trains ou aux convois qui transportent les chiens en les faisant dérailler. Je savais trop bien que si les chiens n'avaient pas leur dose de nourriture et d'exercice, ils ne parviendraient pas au bout du voyage aussi forts qu'ils aient pu être au départ. Calgary, le 14 octobre à 10 h. Les chiens sont débarqués au parc à bestiaux et mis au repos. Une garde militaire m'a été fournie. Le danger va s'accentuer lorsque Scotty Allen va faire une entrevue avec un journaliste. Il faut dire que la personnalité et la réputation de Scotty Allen y est pour quelque chose. Il est connu dans l'Ouest canadien, donc on veut le rencontrer. Et Scotty Allen ne demandera pas mieux que de parler de lui, même si ça peut faire échouer cette mission.
Il faut réagir rapidement. Il faut absolument mettre en place des restrictions afin de limiter les dégâts le plus rapidement possible. Mouflet va télégraphier à Chambers, chef de la censure, le major Ernest Chambers. Chambers est un censeur impitoyable. Les journaux qui ne suivent pas ces directives sont tout simplement interdits de publication. Ces précautions m'ont été dictées par 3 tentatives d'empoisonnement des chiens amenés d'Alaska et une lettre anonyme en allemand reçue à Québec m'avisant que mes chiens ne partiraient jamais pour la France. Arrivé à Québec sans avoir perdu un seul chien. Le 29 octobre, tous les chiens sont à Québec. Le lieutenant Haas est arrivé 2 jours plus tôt d'Alaska avec son matériel et 3 convoyeurs. Les chiens, le personnel et le matériel sont rassemblés dans les locaux de l'exposition agricole de Québec, mis gracieusement à ma disposition et gardés militairement par un poste de soldats canadiens. Première victoire pour le capitaine Mouflet et le lieutenant Haas. 2 mois et demi après le début de la mission, ils ont finalement réuni 440 chiens, plus que prévu. Le long du parc des expositions, il y avait un dépôt expérimental où des fusils et des projectiles de toutes sortes et de toutes tailles étaient testés. Mais il était intéressant de voir les effets sur les chiens. Le premier jour, de différentes façons, la peur prédominait. Mais avant la fin du second jour, ils avaient tous dépassé la crainte des coups de feu. Heureuse coïncidence. Ces bruits de guerre sont un entraînement inespéré pour la meute. D'ici quelques semaines, en France, dans les Vosges, les chiens devront courir sous le feu et les bombes. Mouflet vient de franchir une étape capitale. Les chiens sont là. Mais la mission est loin d'être terminée. Les armateurs américains lui avaient fermé les portes. À présent, il doit impérativement trouver un bateau à Québec. Les agents de la Canadian Pacific Railroad, qui transportent des chevaux en France, m'avaient donné l'assurance de grandes facilités de fret, mais sans vouloir passer de contrat. En fin de compte, au dernier moment, ils ont déclaré ne plus vouloir assurer le transport des chiens. Je m'adresse alors à d'autres compagnies canadiennes ou anglaises qui toutes déclinent mes propositions. La ville de Québec est le principal port canadien sur l'Atlantique à supporter l'effort de guerre. C'est par là que transitent les soldats, les céréales, les munitions. À l'époque, il y avait à la fois une très forte demande de transport et peu de moyens de transport disponibles.
essentiellement à cause de la Grande-Bretagne qui rassemblait ses troupes partout dans le monde et avait un besoin urgent de cargo. Elle en a réquisitionné un grand nombre, parmi lesquels beaucoup desservant les lignes canadiennes. Et en plus de cela, on redoutait très sérieusement une attaque ennemie. À la fin du mois de mai 1915, les Allemands lancent une offensive sous-marine contre la flotte britannique sur la côte atlantique de la Grande-Bretagne. Le plus dramatique, c'est qu'ils coulent le Lusitania avec de lourdes pertes en vies humaines. Ça a créé une onde de choc dans tout le Canada. Bien sûr, il y avait d'autres grands navires, comme le Lusitania, qui naviguaient régulièrement entre la ville de Québec et le reste du monde, mais le Lusitania a été détruit à proximité d'une base navale britannique très bien protégée. Et il n'y avait aucune défense disponible dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui augmentait le danger. 3 autres cargos viennent d'être torpillés dans la zone par les Allemands. Toute traversée transatlantique est dangereuse. Le risque d'embarquer une meute de chiens de guerre est donc particulièrement élevé. Pour Mouflet, la partie est loin d'être gagnée. Sans compter qu'un nouveau problème arrive à l'horizon. La glace commence à se former sur le fleuve Saint-Laurent, le seul accès à la mer. Bientôt, tous les bateaux seront prisonniers du port de Québec, pendant au moins 4 mois. Le capitaine doit trouver un navire, à n'importe quel prix. Après de 20 pourparlers avec les compagnies de navigation, je reviens à la charge auprès de la Canadian Pacific Railroad. J'obtiens de ses directeurs l'assurance verbale de l'embarquement à Québec des chiens et du matériel sur l'Altonia, le 18 novembre, à destination de Saint-Nazaire. Ils m'ont imposé des conditions très dures, telles que j'ai dû demander télégraphiquement un supplément de crédit pour mener à bien la fin de ma mission. Aussitôt l'arrivée des fonds confirmés, Mouflet quitte Québec pour la France, où il doit préparer l'arrivée des chiens au Havre et régler la suite des opérations. Et confie au lieutenant Haas l'organisation du convoyage des animaux. Deux jours plus tard, la nouvelle tombe. Le départ de l'Altonia est annulé. Le navire est mis en quarantaine à cause d'une épidémie qui a touché son dernier chargement de chevaux. Haas et Alan sont coincés à Québec avec les chiens. Le lieutenant Haas, désormais à la tête de la mission, est dans une situation désespérée parce que le port peut geler à n'importe quel moment. Haas doit à son tour frapper à toutes les portes pour trouver un vaisseau partant immédiatement à l'étranger. Cela fait maintenant 2 semaines que les chiens sont enfermés dans le hangar. L'impatience grandit. Ils ne tiennent plus en place. Scotty use de tout son art pour garder le contrôle. J'étais très strict en ce qui concerne la discipline. Nous intervenions dès qu'un chien faisait du bruit. Et ça devait être comme ça. Si nos animaux se comportaient comme le font les autres chiens, aucun capitaine n'accepterait jamais d'emmener en zone de guerre une troupe aussi bruyante. Ça, c'est un registre des bateaux affrétés à Québec. Et Haas découvre Callan Line, une compagnie maritime opérant à l'extérieur de la ville de Québec, va faire partir le Pomeranian, si tout va bien, le 21 novembre. Le Pomeranian n'est pas aussi grand que l'Altonia. C'est plutôt un petit bâtiment pour traverser l'océan.
Le navire est en piteux état. Un vieux vapeur sauvé de la casse pour les besoins de la guerre. Mais Haas n'a pas le choix. Le commandant du Pomeranian est le seul sur le port de Québec à accepter les chiens à son bord, avec des conditions. Le capitaine, un vieil écossais bougon, voulait que les chiens voyagent en soute. Je lui ai dit que les chiens ne pouvaient voyager dans les cales à cause du manque de lumière, d'air et des conditions sanitaires. Je lui ai assuré que sur le pont, ils resteraient parfaitement tranquilles. Ils n'en croyaient pas un mot. Ils savaient qu'ils aimaient par-dessus tout hurler à la lune. Et ils ne pensaient pas qu'il existe un homme capable de les arrêter. À la fin, je lui ai suggéré de venir passer une nuit entière avec les chiens. Si l'un d'eux émettait le moindre gémissement, ils iraient en cale et je paierais au capitaine un costume tout neuf. Sinon, ils voyageraient sur le pont. Paris gagné. Après la nuit passée dans un hangar silencieux, les chiens pourront voyager sur le pont. Ça donne une idée de la précipitation avec laquelle le Pomeranian est parti. Les chiens ont embarqué pendant la nuit et le navire a levé l'ancre à 5 heures du matin le 21 novembre. Et là, on tourne la page et après le départ du Pomeranian, il n'y a plus aucun chargement. Ça veut dire que le port a gelé et que le Pomeranian est le dernier navire à quitter le port de Québec pour la saison de 1915. Et là, c'est le début d'une série de dangers auxquels le lieutenant Haas et les chiens doivent faire face. On signale la présence possible de sous-marins allemands à travers tout le Golfe. Même après avoir quitté le golfe du Saint-Laurent, le danger est réel pour le Pomeranian. Les navires allemands, très rapides, peuvent à tout moment surgir de la mer du Nord, recherchant au milieu de l'Atlantique les cargos de ravitaillement alliés. Les nuits étaient plus sûres, car il n'y avait aucune lumière à bord, et nous naviguions dans un silence de mort. Les chiens se comportaient merveilleusement. Chaque soir, dès la tombée de la nuit, ils rampaient vers leur couche et ne bougeaient plus jusqu'aux premières lueurs de l'aube. On n'entendait même pas le raclement d'une chaîne.
Je me demandais s'ils sentaient le danger et avaient conscience du fait que leur sécurité dépendait de leur comportement. Comme l'a admis le capitaine, un aveugle n'aurait pas pu dire qu'il y avait des chiens à bord. Mais je pensais surtout aux 440 chiens. Si quoi que ce soit arrivait au bateau, je savais qu'on n'avait aucune chance de les sauver. Ils étaient enchaînés à leur tombeau flottant. Après 2 jours de mer, l'amirauté britannique alerte par radio le Pomeranian. Les sous-marins allemands rôdent dans le secteur. Le commandant change de direction, cap au nord. La route est moins fréquentée par l'ennemi car elle est balayée par de violentes tempêtes en cette saison. Une nuit, pendant une mauvaise tempête, les caisses se sont détachées et plusieurs ont été écrasées. Pendant un moment, nous avons cru perdre la moitié des chiens. Les pauvres créatures étaient trempées et n'avaient même plus la force de gémir. À l'aube, 4 chiens avaient péri. Pour les autres, en dehors de quelques caisses brisées et de mauvaises égratignures, il n'y a pas eu de dommages. Après 14 jours de mer, nous avons été rejoints par 2 chalutiers équipés d'un filet anti-mine tendu entre eux. Le Pomeranian arriva au Havre le 5 décembre et débarqua le même jour 436 chiens, le matériel et le personnel. Les chiens furent parqués sous un hangar des abattoirs dans des conditions de confort très satisfaisantes. Les cadres et la moitié des hommes désignés pour constituer 2 sections de chiens de traîneau arrivèrent au Havre le 30 novembre et le 6 décembre. Pas de temps à perdre. La formation des jeunes recrues commence sur le champ. Scotty Allan prend les choses en main. Les soldats français n'avaient jamais vu de chiens d'Alaska. Alors quand ils ont vu arriver ces petites bêtes qui avaient parcouru la moitié du monde pour faire ce que ni les chevaux, ni les mulets, ni les hommes n'avaient réussi, ils ont cru à une plaisanterie. Mais ils étaient bons avec les chiens et ont pris soin d'eux comme si c'était un simple jeu. Le capitaine Mouflet a accompli sa folle mission. Il met en place 2 sections de chiens d'Alaska, les CK, et confie le commandement de l'une d'entre elles au lieutenant Haas.
contact s'établit. Les jeunes soldats prennent confiance. Mais ils oublient parfois que ces chiens sont à moitié sauvages et prêts à bondir au moindre relâchement. Je n'oublierai jamais le spectacle qui s'offrit à moi. Il y avait 5 ou 6 piles de malamutes se battant, se mordant dans la plus belle bagarre de leur vie. Quant aux 50 soldats français, ils avaient complètement perdu le contrôle. C'était l'occasion de leur montrer comment tenir ces chiens, sans violence. Tout de suite, les chiens reconnurent ma voix. Au premier claquement de fouet, la bagarre principale s'arrêta. Je n'avais frappé aucun chien, mais ils obéissaient. Les jeunes soldats n'oublieront jamais cette leçon de dressage. Dans quelques jours, le vrai travail commencera pour eux. Scotty souhaite continuer leur formation sur le front, dans la neige des Vosges. Mais l'armée française ne l'entend pas ainsi. Pendant ma collaboration avec les Français, j'ai été payé à la journée comme instructeur. Mais en tant que citoyen américain, l'Amérique n'étant pas encore en guerre en 1915, je n'ai pas eu le droit de rejoindre les troupes sur le front. Les nouveaux maîtres chiens français ne savaient rien du comportement des chiens d'Alaska. Le lieutenant Haas était le seul à s'y connaître en chien de traîneau. Il les avait conduits en Alaska et avait le bon tempérament pour ce travail. Scotty doit abandonner les chiens au Havre, et parmi eux, ceux de son propre chenil. Pour lui, la mission s'arrête ici. Mission accomplie. Les chiens sont installés dans 2 chenils de montagne, construits à quelques kilomètres de la ligne de front. L'entraînement commence immédiatement, sous les ordres du lieutenant Haas. Il faut apprendre à atteler rapidement, à se faire respecter des animaux, à conduire les traîneaux. En moins d'une semaine, les sections sont opérationnelles. Des centaines de chiens de traîneau font irruption sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Cher Scotty, les chiens font un travail magnifique. Et en moins d'une demi-heure, nous sommes capables d'aligner 55 attelages au départ. J'aimerais tellement que vous voyiez ce spectacle. Il est grandiose. Pendant toute la durée du conflit, les sections de chiens d'Alaska permettent de ravitailler des postes de combat bloqués par la neige et d'assurer enfin l'évacuation des blessés par tous les temps.
Le travail a été terriblement difficile à cause du terrain extrêmement escarpé et de l'épaisseur de la couche de neige. Mais les chiens sont en bonne santé et comme toujours aiment leur travail. Dès qu'il faut se déplacer rapidement, au plus proche du danger, les équipages de chiens de traîneau sont appelés en urgence. Ils servent pour les communications, vont là où il faut réparer les dommages causés par les bombardements incessants de l'ennemi. Pour assister les soldats français en toute situation, les sections de chiens d'Alaska interviennent jusqu'en première ligne. Un poste de tir avancé était coupé des lignes. Nous avons été appelés pour lui porter 90 tonnes d'obus. Le blizzard a soufflé pendant 4 jours sans interruption. Mais nous avons réussi à sauver les soldats et la position. La reconnaissance officielle de la hiérarchie militaire se manifeste dès l'année suivante. Cher Scotty, tu seras fier d'apprendre que nos chiens ont été cités à l'ordre du jour pour la Croix de guerre. Une distinction unique, exceptionnellement attribuée à des animaux. Le ministre de la Guerre témoigne sa satisfaction au capitaine Mouflet, du 22e bataillon de chasseurs à pied. Le ministre de la Guerre témoigne sa satisfaction au sous-lieutenant Haas, du 119e régiment d'infanterie territoriale, pour les qualités qu'il a fait preuve comme adjoint. Le capitaine Louis Mouflet quitte les CK en 1917. Il termine la guerre en héros et rejoint la vie civile le 28 juin 1920. Le lieutenant René Haas dirige sa section de chiens de traîneau jusqu'au départ de Mouflet, puis prend la tête de l'ensemble des CK jusqu'à la fin de la guerre. Scotty Allan retourne aux États-Unis. Ayant vendu tous ses chiens à l'armée française, il quitte définitivement Nome et rejoint sa famille en Californie. Sur les 436 chiens ramenés d'Alaska et du Canada, la moitié périt sur le front. Les autres ont été adoptés par les soldats ou les habitants de la région. Leurs descendants vivent toujours dans les Vosges. La semaine prochaine, nous serons dans le sud de l'Angleterre sur un site mégalithique mythique, Stonehenge. Stonehenge, dont les pierres commenceraient enfin à livrer certains de leurs secrets.
Cette émission vous a été présentée